Alors voyons voir maintenant le programme, le contenu de la formation. On va essayer d'approfondir ça avec un peu plus de détails. Comme je le disais, c'est un parcours de formation qui est collectif. L'objectif, c'est que on apprenne ensemble, en groupe. On va avoir des temps de pratique en binôme, donc on va avoir besoin de sentir en confiance les uns avec les autres. Donc on va prendre un temps la première journée pour se connaître, pour se présenter et créer un lien de confiance dans le groupe. Chaque participant va exprimer ce dont il a besoin pour se sentir pleinement en confiance, en plaisir dans ces 6 mois de formation. Et on va prendre le temps de co-construire ensemble des modalités sécurisantes et puis conviviales de formation. Pourquoi est-ce qu'on investit ce temps-là dans la formation? C'est parce que dans une expérience de groupe, si on se sent pas en sécurité, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va éviter de poser des questions, on va se censurer pour éviter de penser, pour se protéger du risque, tiens, si je pose une question bête, comment les autres vont réagir? On va aussi éviter de trop expérimenter, de trop pratiquer dans les petits groupes parce qu'on se dit tiens, si je fais une pratique qui n'est pas bien faite, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, de mes compétences professionnelles? Et en fait ça, si on met pas fondamentalement ce qu'on appelle la sécurité psychologique dans le groupe, eh bien on va plutôt mettre notre énergie à protéger notre estime et notre image professionnelle plutôt que à vraiment expérimenter, apprendre et s'engager pleinement dans la formation. Donc ça, c'est vraiment incontournable d'investir ce temps-là pour vous permettre de profiter au mieux de cette expérience de formation. Maintenant que ça c'est dit, on va regarder les différents modules. Premier module, c'est 2 jours de pratique. On va déjà essayer de comprendre c'est quoi la psychologie positive, quelle est son histoire, quels sont ses points de subtilité, pour que à votre tour vous puissiez la présenter d'une manière qui est fidèle à la manière dont on la transmet à l'université, et elle est fidèle à une vision subtile, raffinée de cette psychologie positive. Il y a 3 vagues en psychologie positive, donc elle a évolué cette discipline, et c'est important que vous soyez à jour. Voilà, s'il y a d'autres formations qui sont restées sur la première vague, vous risquez d'avoir de passer à côté des dernières recherches et puis des derniers points de subtilité qui ont pu émerger. Ensuite, on va travailler les émotions agréables. C'est quoi les émotions? Quelle est la fonction des émotions? Et plus spécifiquement, les émotions agréables. On va aller prendre les modèles théoriques qui existent et puis on va surtout les transférer avec des pratiques et des outils concrets. C'est comment évaluer le fonctionnement émotionnel d'une personne et comment lui proposer les 5 stratégies qui existent pour cultiver nos émotions agréables. Ça va être incontournable puisque les émotions agréables sont un pilier, un déterminant de notre épanouissement. C'est pas le seul, mais c'en est un important. Deuxième module, on va aller chercher les autres piliers de l'épanouissement. Et donc on va regarder la question du sens et des valeurs. On va bien sûr définir c'est quoi les valeurs, c'est quoi une vie qui fait sens pour moi, qui est riche en sens. Et on va avoir une méthodologie qui va permettre de travailler les valeurs, donc comment aider les personnes à repérer ce qui fait sens pour elles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont envie de mettre au cœur de leur vie, à quoi ressemble la vie qui leur correspond subjectivement, singulièrement en tant que personne. Et on a une méthodologie qui existe pas bien ailleurs, c'est une méthodologie qui va nous permettre de travailler les valeurs, pas d'un point de vue intellectuel, parce que c'est pas ça qui met les patients ou les clients en mouvement, d'un point de vue motivationnel et émotionnel. Et donc on a besoin d'une méthodologie qui est vraiment ancrée sur le système motivationnel et émotionnel, sinon la personne va nous réciter des valeurs intellectuelles, mais ça va pas faire beaucoup de changements. On va travailler aussi la question de la motivation avec la théorie de l'autodétermination, comment créer des interventions, que ce soit dans le contexte scolaire, professionnel ou de l'accompagnement, coaching thérapie, basé sur la théorie de l'autodétermination, une théorie qui va nous permettre de comprendre les leviers motivationnels de la personne qui est là. Est-ce que la personne vient à l'école ou en thérapie ou au travail avec des formes de motivation plutôt externalisées, on peut dire sous contrôle, de pression, sous pression, ou est-ce que elle vient là, dans le travail d'accompagnement, avec des formes de motivation qui sont plutôt autodéterminées. Donc on peut parler de motivation intrinsèque ou de motivation basée sur le sens. Ça fait sens pour moi de venir engager ce travail thérapeutique. Donc on va regarder aussi comment faire évoluer les leviers motivationnels d'une personne.
Ça, c'est vraiment incontournable, puisque cette théorie, elle nous dit quelque chose de fondamental, elle nous dit la motivation. C'est pas seulement quelque chose de l'intensité, je suis très motivé ou pas du tout motivé, c'est aussi quelque chose de la forme, des raisons qui me motivent à faire les choses. Je peux avoir des raisons externes, de la pression externe à faire des choses, ou je peux avoir des raisons internes. Et ça, c'est essentiel d'être sensibilisé à cette question-là, notamment pour le travail avec des personnes. Ça peut être des patients, des clients, ou des élèves qui peuvent avoir des formes de motivation très externes à s'engager dans le travail d'accompagnement. Et là, on sent que ça va être aussi, ça peut être un obstacle à un véritable travail thérapeutique. On va aussi avoir une méthodologie pour travailler les ressources et les capacités. Comme je l'ai dit, la psychologie positive, elle a comme philosophie de plus partir des capacités de la personne pour qu'on s'appuie dessus et qu'on l'aide à les mobiliser à nouveau dans le contexte présent, plutôt que de partir de ce qui lui manque pour essayer de le développer. Notamment chez des patients, des clients ou même des élèves ou des employés qui ont un faible sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire qu'ils ont peu de confiance dans leur capacité à composer avec les tâches, avec les épreuves, avec les problèmes. Et donc, en s'appuyant davantage sur ce qui fait ressource, ce qui fait déjà capacité chez eux, eh bien, on n'a pas besoin de venir greffer une sorte de solution de nouvelles compétences externes. On va d'abord s'appuyer sur ce qui est sur le territoire des ressources de la personne. Et pareil, on a une méthodologie qui nous permet de pas être juste dans l'intellect et qui nous permet de pas être juste dans une sorte de revalorisation immédiate en se rappelant des réussites. C'est déjà une première étape, mais ça ne suffit pas. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher ce qui fait ressource, ce qui fait capacité. Et encore une fois, comme je disais pour les valeurs, pas juste au niveau intellectuel, puisque l'intellect a peu de prise sur le changement de comportement. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller travailler avec les systèmes qui sont les plus mobilisateurs pour l'individu, c'est le système motivationnel et le système émotionnel qui vont vraiment mettre en mouvement la personne. Donc là, on a une méthodologie vraiment pour travailler l'espace des capacités, des ressources. Troisième module, ce qui va nous intéresser, c'est la question de la résilience, les stratégies d'adaptation. L'être humain est confronté à des épreuves et c'est une part inhérente de la vie. On n'a peut-être pas signé pour ça et on préfère ne pas avoir de problèmes dans notre vie, mais c'est pas possible. Les problèmes, on a des micro-problèmes chaque semaine à résoudre dans notre vie professionnelle et personnelle. Et au cours de notre vie, ça va nous arriver d'avoir des épreuves existentielles, c'est-à-dire des épreuves qui vont bousculer, secouer nos murs porteurs. On peut pas forcément éviter ces épreuves-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est la question suivante, c'est comment je vais pouvoir composer avec ces épreuves pour retrouver un équilibre ou intégrer ces épreuves et quand même préserver des espaces d'oasis, c'est-à-dire des espaces qui font sens, qui font épanouissement, malgré les épreuves de vie qui vont être vraiment challengeantes. Donc c'est la question de la résilience, comment composer avec l'adversité. On ira repérer les facteurs repérés par la science qui font résilience, et puis on ira découvrir une méthodologie pour travailler la question de la résilience de manière subtile, raffinée avec les patients. Il ne s'agit pas d'être dans une caricature de la psychologie positive, ça c'est des gens qui n'ont pas été formés à une psychologie positive raffinés, subtils, qui font ça, c'est tirer les gens vers le positif. Vous avez quelqu'un en souffrance, eh bien vous n'allez pas essayer de le convaincre d'aller mieux, ça marche pas par l'intellect. C'est d'abord comment rencontrer la personne là où elle est, accueillir ce qu'elle est en train de vivre, et parce qu'on travaille avec elle là où elle en est, c'est lui proposer des pratiques qui vont ouvrir ses possibilités au niveau mental, donc au niveau cognitif, au niveau comportemental, au niveau émotionnel. Mais il ne s'agit pas d'imposer des choses, de convaincre, ce serait un évitement émotionnel de la part du professionnel, et ça ne marche pas bien. Donc on n'est pas du tout dans ces caricatures-là. Autre facteur qu'on va travailler, c'est l'optimisme. Je donne un cours à l'université depuis plusieurs années sur l'optimisme. Je préfère parler de rapport au futur, c'est-à-dire que je ne choisis pas le futur que je vais découvrir. Tout le monde pense savoir ce qui va se passer dans le futur, mais sinon on aurait déjà trouvé les bons numéros du loto. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on écrit tout sur le futur, mais on ne sait pas toujours ce qui va se passer. Et on observe que la manière dont je vais écrire sur le futur va avoir un effet immédiat sur le présent. Si j'écris toujours des futurs qui sont catastrophiques, eh bien, ou menaçants, ça va générer de l'anxiété dans le moment présent, et plutôt des réponses d'évitement et de recherche de sécurité, en évitant les risques. Si j'ai tendance à écrire des scénarios sur le futur qui sont toujours fades, sans espoir, du type à quoi bon faire ça, de toute façon ça ne marchera pas, eh bien ça va générer des réponses dans le présent, au niveau comportemental, qui vont être des réponses de résignation. Je ne vais pas mobiliser des efforts.
Et au niveau émotionnel, ça va générer plutôt un sentiment d'anédonie, de perte de plaisir, d'humeur un peu dépressive, en tout cas, et un sentiment d'abattement. Donc on voit bien que le futur, on n'y a pas accès. Par contre, la manière dont j'écris sur le futur va avoir des effets émotionnels et comportementaux sur le moment présent. Et on sait que c'est un facteur de résilience fondamentale, et c'est pas juste mon avis, c'est vraiment le retour qu'on a d'un certain nombre d'études scientifiques sur le sujet. C'est un facteur de performance scolaire et professionnelle, c'est un facteur de persévérance, de résilience et de bien-être, au niveau mental et au niveau physique. Et l'optimisme, en tout cas, moi je le formule de manière plus subtile, c'est comment écrire des futurs où des possibles restent préservés. C'est pas imaginer que tout va bien se passer parfaitement dans le futur, on sait que c'est un peu idéalisé et c'est un peu naïf, mais c'est comment garder des espaces de possibles, d'espoir dans le futur. Et on voit bien chez nos patients, quand ils sont face à une période d'adversité où le présent est très compliqué, le fait de quand même écrire un futur où il y a une amélioration, ça aide à tenir, à composer avec les épreuves. Et les études nous montrent que les patients qui ont un présent très compliqué, avec des épreuves d'adversité importantes, et qui ont un sentiment de désespoir majeur, c'est un facteur très élevé de prédiction du risque suicidaire. Parce qu'ils n'ont plus aucune accroche, c'est que à quoi bon continuer si le présent est compliqué et que le futur ne sera pas meilleur. C'est Aaron Beck qui a notamment fait une étude là-dessus et qui met en avant un psychiatre très connu dans les thérapies cognitives et comportementales, de deuxième vague notamment, et qui a notamment travaillé sur cette question-là du désespoir. Module 4, on a une journée pour travailler deux sujets qui sont extrêmement importants et complexes, la qualité de la relation aux autres. On sait que c'est un déterminant non seulement de notre épanouissement, c'est un facteur protecteur contre la détresse et c'est un facteur de résilience, la qualité de nos relations aux autres. Vous avez même des études dans le domaine de la médecine qui montrent que c'est corrélé à l'espérance de vie, la qualité de nos relations. Donc ça va être un facteur essentiel, et puis c'est souvent une demande qui vient de patients ou de clients en consultation, c'est tiens, j'ai un problème relationnel avec mes parents, avec mon papa, avec ma maman, avec mes frères et sœurs, avec mon compagnon, ma compagne, avec des amis, et comment composer avec ces conflits qui sont inhérents en fait d'être en relation. Donc là, on va essayer de regarder quelques billes pour regarder comment travailler les situations relationnelles et développer des relations qui vont être plus satisfaisantes pour les personnes. Et dernier point, s'il y a bien une personne avec qui on passe toute notre vie, 24 heures sur 24, même quand on dort, c'est nous-mêmes. Et donc, on observe que c'est souvent simple de bien s'aimer quand on a des réussites, quand tout se passe bien, mais c'est beaucoup plus compliqué de garder une relation préservée avec soi-même face à des situations d'adversité où on a tendance à vite rentrer dans du dénigrement, dans du rejet, même dans la haine de soi. Et donc ici, on a un concept qui est très applicable sur le terrain, c'est l'autocompassion. C'est comment garder une relation à soi qui est préservée, y compris dans des contextes d'adversité. Si je le reformule encore d'une autre manière, c'est comment passer de l'autodénigrement à la compréhension et à l'écoute de soi, y compris dans des périodes difficiles. Et il y a deux risques ici dans lesquels ne pas tomber, c'est soit prendre le fouet pour se mettre des coups de fouet face à de l'adversité, donc c'est un facteur, on va dire, d'amplification de la détresse, on appelle ça une double peine en quelque sorte, j'ai déjà quelque chose de compliqué, et en plus de ça, la relation à moi-même se détériore, donc c'est d'autant plus compliqué. Mais l'autre risque, c'est d'être dans le déni ou la complaisance, c'est-à-dire non, c'est pas grave, c'est rien du tout. Et en fait, l'autocompassion, c'est entre les deux. C'est à la fois je suis lucide sur ce qui se passe, je suis pas complaisant envers moi-même, je reconnais peut-être mes erreurs, mes torts, ou que j'aurais aimé une autre situation, et en même temps, je peux rencontrer cette détresse depuis une posture de délicatesse, de tendresse, de douceur, d'affection envers moi-même. Un peu comme un ami pourrait le faire envers nous-mêmes. Si on a une difficulté, cet ami ne va pas nous regarder, nous juger en disant mais t'es vraiment un gros naze, chose qu'on pourrait tenir pour soi-même. C'est des propos qu'on peut tenir pour soi-même. Et donc c'est comment avoir cette qualité relationnelle à soi dans les périodes d'adversité, sans tomber dans du déni et sans tomber dans de l'autodénigrement violent. Module 5. Ça, revenez en fin de formation, on a 2 demi-journées avec les cas du terrain. Revenez avec vos cailloux dans la chaussure et je suis très content que vous en ayez parce que ça signifie que vous avez mis en place les choses, que vous avez pratiqué. Et bien sûr, on fait un métier infiniment complexe, donc on revient avec les cas du terrain pour qu'on aille les questionner ensemble et qu'on vous aide à gagner en clarté et à débloquer les situations qui sont là. Ça, c'est incontournable. Pour moi, dans une formation, c'est d'avoir vraiment un temps pour penser les vrais cas du terrain.
Sinon, on est dans la beauté de la théorie, tout se passe parfaitement bien sur le papier, sauf que il est où j'arrive pas à trouver dans le manuel, tiens, comment on gère tel cas ou tel imprévu. Évidemment, parce que l'être humain est très variable, très complexe, donc on a besoin de venir travailler ça. Et enfin, un module en e-learning dont je vous ai déjà parlé, bien sûr, et l'idée c'est vraiment de pouvoir approfondir toutes les thématiques qu'on a vues en formation, de gagner en subtilité en allant approfondir la théorie, mais aussi d'aller voir les points d'application de cette théorie. Je vous présente très rapidement toutes les vidéos qui ont été enregistrées pour vous dans cette formation. Donc on va travailler les notions essentielles de l'accompagnement. Quelles sont les 3 étapes incontournables dans un accompagnement, que ce soit dans une psychothérapie, peut-être dans un coaching, même si vous êtes médecin, dans une manière de travailler. L'idée, c'est vraiment d'avoir une méthodologie intégrative qui intègre toutes les pratiques, toutes les approches, et pour savoir se situer là où on en est. Comment recevoir la demande du patient, comment la transformer, comment transformer un espace de problème ou de plainte en une demande travaillable, qu'est-ce qui appartient aux professionnels, qu'est-ce qui appartient aux patients ou aux clients comme responsabilité ou comme contribution pour que le travail évolue, parce que sinon en tant que professionnel on peut se sentir responsable de tout, y compris quand ça n'avance pas. Donc là c'est vraiment de vous donner une méthodologie pour travailler ça. Deuxième vidéo, on va travailler comment cultiver les émotions agréables. Vous aurez la méthodologie, vous aurez les 5 types de stratégies qui existent, d'après le modèle processuel de régulation des émotions, hein, c'est un mot un peu complexe, mais c'est le modèle de James Gross et Thompson de 2007, qui nous explique quelles sont les grandes stratégies qu'on a pour cultiver les émotions, et les émotions agréables notamment. Module numéro 2, on a une vidéo sur comment travailler les ressources et les forces. Pas mal de durée, elle dure pas mal de temps, hein, 2h30. C'est vraiment un point important. Il y a 3 écoles qui ont des visions différentes sur comment on travaille les forces. Donc voilà, il y a pas mal de points de subtilité sur cette thématique. Deuxième vidéo, comprendre le bien-être démonique. Alors eudémonique, il y a deux formes de bien-être. Bien-être hédonique, plutôt basé sur les émotions agréables, le plaisir, pour simplifier, et un bien-être eudémonique, plus basé sur la question du sens, de l'alignement avec entre soi et ses comportements, entre ses valeurs et ses actes. Et du coup, voilà, ça va être important d'avoir des subtilités pour comprendre cette forme de bien-être, qui est pas exactement la même qu'un bien-être basé sur des émotions agréables. Et enfin, une vidéo pour comprendre c'est quoi les valeurs, comment travailler les valeurs, et ce qui fait sens avec nos patients. Ça va être vraiment essentiel. Module numéro 3, on va travailler l'optimisme. Voilà, vous avez bien sûr les vidéos pour approfondir cette thématique. Vous avez aussi une vidéo sur la résilience et les stratégies d'adaptation. Voilà, toutes mes années de lecture, d'articles scientifiques et d'expériences pratiques condensées en une vidéo sur la résilience. Et enfin, module 4, une vidéo assez longue, hein, vous pouvez voir 2h30 sur l'autocompassion parce que c'est vraiment une thématique qui demande beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité, comme je le disais, pour pas tomber dans l'autocomplaisance et pas être non plus dans un auto-dénigrement. Et donc ça va être vraiment important d'aller chercher ces points de subtilité pour faire exister ce travail-là avec nos patients. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens, nous y compris, qui ont besoin de venir travailler la qualité de la relation à eux-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Voilà. Vous avez pas mal de guides pratiques. Dans ces guides, vous avez toute la méthodologie, les questions d'entretien qui sont résumées, je vais pas tous les présenter. Voilà, vous avez la roue des émotions, vous avez comment faire un bilan du fonctionnement émotionnel positif des personnes. Vous avez une méthodologie complète pour travailler les ressources avec tous les points de subtilité, toutes les choses à ne pas faire, toutes les choses à faire pour gagner en efficacité. Pareil, la méthodologie pour travailler les valeurs, ça va être incontournable. Dans le module 2, vous avez un guide pour évaluer le bien-être eudémonique, donc basé sur l'alignement entre soi et ses valeurs, sur la croissance psychologique aussi, enfin en tout cas sur notre fonctionnement psychologique, et comment identifier les axes prioritaires du travail. Ça va être important aussi. Une fois que vous avez apprécié le fonctionnement d'une personne, c'est comment lui proposer des pratiques sur mesure pour elle. Ensuite, module 3, on travaille les stratégies d'adaptation et comment repérer les facteurs de résilience. Donc vous avez ces 2 guides ici. Vous avez un guide sur le rapport au futur, comment aider la personne à réouvrir un futur fait de possible quand la manière d'écrire sur le futur va condamner tous les possibles pour elle. Donc ça va être important. Et puis bien sûr, un autre guide qui s'appelle les questions de réattribution causale. Ça c'est un petit teaser. La réattribution causale, c'est quoi? C'est une théorie qui nous permet d'intervenir auprès des patients qui ont tendance à globaliser des échecs et à condamner leur futur à partir d'échecs passés. Et donc on a des questions qui vont permettre à ces personnes de changer leur interprétation
de la cause des échecs pour préserver ce futur-là et éviter que, voilà, par exemple, un élève qui a 8 en maths, il peut tout à fait interpréter ce 8 en se disant, de toute façon, c'est bien le signe que les maths, c'est pas fait pour moi. Et on voit bien que cette interprétation qui est affective, qui est très forte, elle va condamner tout le futur de la relation aux mathématiques. Je donne l'exemple des maths parce que souvent en formation, les participants parlent des maths plus que d'une autre matière. Des fois, vous avez les langues, l'anglais, etc. Des fois, le sport. Mais les maths, c'est souvent le numéro 1 du classement. Ça, c'est mes petites statistiques personnelles. Voilà. Alors, module 4, on a plusieurs guides pour travailler l'autocompassion en séance parce que ça demande, comme je l'ai dit, de la subtilité. Et surtout, on a des pratiques aussi à domicile pour travailler cette thématique-là qui est incontournable. Donc si cette formation vous parle, vous intéresse et que vous avez envie de vous inscrire, il suffit d'aller sur la page web, vous avez un lien d'inscription, on ouvre 2 cycles de formation par an, 15 places seulement pour chaque cycle, les places partent assez vite, je dirais qu'en 2 mois, la formation est complète, voilà, donc il y a seulement 30 personnes qu'on forme par an, c'est ça qui nous permet de rester à taille humaine, au format artisanal, dans lesquels je vais être vraiment disponible pour un groupe, et j'ai pas envie de faire quelque chose d'industriel, ou de déléguer cette formation à d'autres personnes. Voilà, j'ai envie d'être vraiment là avec les participants et de leur transmettre moi mon expérience de la psychologie positive. Et vous pouvez tout à fait poser des questions, donc sur la page web, vous retrouverez un lien pour prendre rendez-vous par téléphone et me poser des questions si vous êtes intéressé par cette formation et que vous souhaitez aller plus loin.